Bien, merci à tous de votre présence nombreuse. Avant de passer donc aux Olympiades de la chimie et, et la distribution des différentes récompenses, on va avoir une conférence qui probablement va vous surprendre, disons par l'originalité, non pas du conférencier seulement, mais aussi de la chimie qu'il va présenter. Jacques Livage est professeur honoraire au Collège de France. C'est aussi un membre de l'Académie des sciences. Et donc Jacques, après une formation classique d'ingénieur en école d'ingénieur et en thèse, a eu de nombreuses activités de recherche et d'enseignement. De 2002 à 2009, il a occupé la chaire de chimie de la matière condensée au Collège de France. Et pendant ces années de recherche, Jacques a eu, je dirais, le grand talent de se poser des questions assez fondamentales. Et ces questions, c'est pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de faire ce que réalise la nature? Et notamment, il avait observé que certaines réactions qui étaient faites tout à fait naturellement, hein, puisque c'était la nature, tout à fait naturellement, étaient des réactions extrêmement difficiles ou des types de réactions extrêmement difficiles à reproduire, notamment des réactions qui utilisaient parfois des besoins en énergie et en température considérables, alors que la nature toute seule, elle faisait ça à température ambiante. Alors non seulement il a eu le talent de se poser la question, mais il a aussi eu le talent de répondre à la question, ou de répondre aux questions. Et toute cette période de recherche a conduit d'ailleurs à un titre, je ne vais pas dire homologué de chimie, qui s'appelle la chimie douce, hein, donc qui est lié au travail qu'a développé Jacques Livage. Et cette chimie douce, bien entendu, a conduit à des développements beaucoup plus importants aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'équipes travaillent sur ces sujets. Et on l'appelle plus classiquement aujourd'hui la chimie des matériaux bio-inspirés. Et donc c'est sur ce thème qu'aujourd'hui Jacques Livage va nous montrer toutes les beautés de la chimie. Voilà Jacques. Ok, merci. Tu as déjà dit tout ce que je vais faire dire, donc c'est peut-être presque même pas la peine. En fait, je vais vous parler de quelque chose d'absolument nouveau, tout à fait inédit, la science des matériaux. Elle est née il y a quelques millions d'années. En fait, quand l'homme préhistorique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris simplement un silex et puis il l'a taillé pour lui donner une forme qui soit adaptée à l'usage que l'on veut en faire. C'est fondamentalement la définition d'un matériau. Alors bien sûr, à l'époque, les matériaux utilisés, c'était les matériaux naturels, la corne, le bois, l'os, des choses comme ça. Et la science des matériaux, c'était savoir donner la forme appropriée selon l'usage que l'on veut en faire. En fait, la vraie révolution dans le domaine des matériaux, c'est beaucoup plus récent que cela, c'est 400 000 ans, hein, donc c'est presque hier, et c'était la découverte du feu. Alors pourquoi la découverte du feu? Je dirais que d'une part, le feu permet de donner une forme, de forger par exemple le fer de façon à lui donner une forme, donc ça c'est important pour les matériaux, mais surtout permet de transformer la matière, et par exemple de partir de l'oxyde de fer et de le transformer en minerai de fer. Et donc ça c'est de la chimie. Et les matériaux, c'est tellement important que si vous décrivez l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des matériaux. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, du bronze, l'âge du fer. Et en fait, chaque fois que l'on maîtrise un nouveau matériau, je dirais que c'est toute notre vie qui est modifiée. Vous avez là, par exemple, un menhir, hein, du temps préhistorique. Maintenant, à l'âge du fer, c'est la tour Eiffel. Vous avez un pont de pierre. Maintenant, vous avez le Golden Gate et même des trucs encore plus sophistiqués. Donc, vous voyez que la maîtrise d'un matériau est très importante pour notre mode de vie. Et si on regarde un petit peu derrière, en fait, la maîtrise du matériau, c'est la maîtrise du feu. C'est-à-dire l'aptitude à faire des températures de plus en plus élevées. Pour la pierre, bien sûr, température ordinaire. Pour le cuivre, le bronze, il fallait pouvoir chauffer vers les 600 degrés. Pour le fer, il faut chauffer dans le fourneau à 1000 degrés ou un peu au-dessus. Et je dirais que maintenant, au XXIe siècle, nous sommes à l'âge du silicium.
Et vous savez que pour faire du silicium à partir de la silice, la réduction, la thermoréduction, c'est au-dessus de 2000 degrés. Donc là encore, c'est la maîtrise du feu qui joue, et notre vie. Enfin, je ne suis pas encore très vieux, mais au cours des dernières décennies, je dirais que toute ma vie a changé grâce au silicium. C'est toute l'électronique, l'informatique, etc. Je suis passé du téléphone qui est en haut à gauche au smartphone qui est dans ma poche. On est passé du tube cathodique à l'écran plat, etc. Donc vous voyez qu'avec simplement la maîtrise d'un nouveau matériau, toute notre vie peut changer. Alors le problème derrière ça, et c'est un peu la réflexion que je me faisais il y a quelques décennies, c'est la chose suivante: est-ce que l'histoire de l'homme, c'est simplement la guerre du feu, c'est-à-dire l'aptitude à aller avoir des températures de plus en plus élevées, je dirais aussi des techniques de plus en plus sophistiquées? Heureusement, ça c'est pas ça. Mais donc la question que je posais, c'est un article que j'avais écrit dans Le Monde il y a 40 ans maintenant, qui disait que est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une nouvelle chimie que j'appelais la chimie douce, qui s'intègre plus dans les processus naturels, donc imiter la nature. Alors imiter la nature, effectivement, le vivant, ça fait presque 4 milliards d'années, et au cours de ces 4 milliards d'années, il a eu le temps d'accumuler pas mal d'expériences. Donc on peut s'inspirer du vivant, et c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. J'aime mieux le terme bio-inspiration. Mais on peut donner quelques exemples classiques. C'est typiquement l'avant du TGV japonais, le Shinkansen, qui s'inspire du bec du martin pêcheur. Ce qui fait que quand il entre dans un tunnel, il n'y a pas ces chocs qu'il y a si on avait une forme différente. Le biomimétisme s'inspire beaucoup des formes. Alors une autre, c'est par exemple imiter les écailles du requin, qui permettent qui permettent à l'eau de s'écouler beaucoup plus facilement sur les parois du requin. Et donc de ce côté-là, on a fait des combinaisons de bains. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand elles ont été mises sur le marché, il y a tout un tas de records de natation qui sont tombés. Par exemple, le 100 mètres, on a mis 1 seconde de moins. Un exemple très, très joli, je prends un livre de mon ami Serge Berthier qui vient de paraître il y a quelques mois, le lézard, là, le gecko. Le lézard, il grimpe sur les vitres, même au plafond, etc. Donc on se demande pourquoi. Il suffit de regarder comment sont faites ses pattes, et vous voyez que les pattes ici, il y a des rainures, je dirais, qui sont pleines de poils, et si on regarde encore plus près, il y a encore plus de poils, et d'encore plus près, plus encore de poils, c'est-à-dire sur 1 cm², il y a à peu près 1 million de poils. Et c'est les forces de Van der Waals entre la surface et ces poils qui assurent l'adhésion. Et c'est bien sûr la bio-inspiration, c'est les bandes, les adhésifs qui s'appellent Jexin, qui sont ici, et vous voyez que vous pouvez, avec quelque chose qui doit faire à peu près 10 cm sur 10 cm, vous pouvez suspendre le bonhomme ici. Ou bien vous pouvez grimper sur une paroi de verre avec simplement ces trucs d'adhésif. L'exemple bien connu aussi de biomimétisme, c'est le velcro qui s'inspire de la fleur de bardane. Alors moi je suis dans le domaine des matériaux, donc on va regarder le domaine des matériaux, et en particulier un matériau tout à fait banal, le verre. Le verre, tout le monde connaît, il y en a partout, ça sert à faire tout un tas de choses différentes. Si on en croit Pline le Jeune, ça a été découvert il y a quelques milliers d'années, etc. Donc ce n'est pas un matériau nouveau, c'est quelque chose de tout à fait banal. Et vous savez comment on fait le verre, on prend du sable et on le fond vers entre 1000 et 1500 degrés. Alors là vous vous dites, bien malin. Le vivant, il n'est pas capable de faire ça. Il n'y a que nous, les humains, avec notre intelligence, qui sommes capables de faire du verre. Non. Le vivant est aussi capable de faire du verre. Je reviens à la mer, où la vie est née dans la mer il y a presque 4 milliards d'années. Et si on regarde un peu dans la mer, simplement ce que l'on appelle la pêche au plancton. Le plancton, c'est tous ces petits organismes qui flottent à la surface de la mer. Vous voyez qu'il ne faut pas un équipement très sophistiqué, puisque ces gamins, ils ont juste une petite épuisette. Vous la trempez dans l'eau, vous la sortez, et vous allez voir des milliers de micro-organismes qui sont là-dedans. Alors des milliers de micro-organismes, je ne vais pas les décrire tous, bien évidemment, qui jouent un rôle tout à fait fondamental. Je dirais que dans l'équilibre de la planète, la consommation du CO2, la production d'oxygène, c'est à peu près 50%, le plancton. Le reste, ça va être les forêts amazoniennes, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et dans ce plancton, je vais regarder simplement quelques espèces qui s'appellent des diatomées.
Alors des diatomées, ce sont des microalgues, des algues microscopiques, quelques dizaines de microns en dimension, qui sont unicellulaires, donc c'est des protistes, hein, une seule cellule, qui sont photosynthétiques, c'est ce que j'ai dit, elles font de la photosynthèse, donc d'où l'importance. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que pour se protéger, elles font comme une coquille, hein, un coquillage, une carapace, mais cette carapace, elle est en verre de silice. Hein. Donc c'est ça un petit peu. Comment font-elles pour faire ça? Alors c'est des micro-organismes qui ont été découverts au XIXe siècle, quand il y avait les grandes expéditions de Darwin, etc. Et Darwin, en regardant simplement au microscope, hein, quelques dizaines de microns, c'est visible au microscope, se disait mais comment se fait-il qu'elle soit si belle? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux? Alors je vais essayer de répondre un petit peu. Il y a des artistes aussi, hein. C'est Ernst Haeckel qui était un dessinateur qui a fait aussi ces grandes expéditions et vous trouvez des gravures, là, des livres avec des dessins de diatomées. On peut aussi, de nos temps, prendre des diatomées puis faire des tableaux. Enfin, je dirais que sur le plan esthétique, on peut s'amuser avec les diatomées. Bien, il y en a plus de 100 000 espèces différentes. Hein. Vous en voyez quelques-unes qui défilent ici. Plus de 100 000 espèces différentes. On en trouve partout. Partout où il y a de l'eau, bien évidemment. Hein. Les étangs, les rivières, les lacs, la mer, l'océan, etc. On en trouve partout. Et d'où une certaine utilité. Ça, c'est simplement une goutte d'eau qui a été prise dans la Seine et regardée au microscope. Hein. Pas dans mon robinet, hein, dans la Seine. Donc vous voyez que partout il y en a, d'où d'ailleurs des utilisations. En particulier, le CEMAGREF à Bordeaux a défini un indice de pureté de l'eau simplement en analysant la population de diatomées qu'on trouve dans une rivière ou dans un étang. Et vous voyez, si selon la qualité de l'eau, vous avez des espèces différentes et simplement l'observation des espèces qui sont là vous permet de donner un indice qui va de 1 à 10 par exemple. C'est aussi très utile en criminologie. J'avais fait une conférence un jour, un peu comme aujourd'hui, et à la fin, quelqu'un qui est venu me voir en disant « c'est extrêmement intéressant ce que vous avez raconté, ça me passionne ». J'ai dit « ah bon, qu'est-ce que vous faites ?» Il était policier. Il était policier, et en fait, en criminologie, quand vous avez un... Ça, c'est une histoire bien connue, hein, c'est dans le Figaro. Quand il y a un noyé, si vous regardez ce qui est dans les poumons, il a avalé de l'eau, et si vous regardez dans les poumons, la population de diatomées est typique de l'endroit où il a été noyé. Et ça ne va pas être pareil si c'est l'étang qui est là ou celui qui est à 100 mètres. D'où l'intérêt en criminologie. Ça, c'était l'émission de télé à ce sujet-là. Bien. Voilà. Alors, bon, on va faire un peu plus scientifique. Et on va voir comment les diatomées, pourquoi elles peuvent nous inspirer de nouvelles recherches. Alors, comme je le disais, le verre que l'on sait faire, nous, c'est fait au-dessus de 1000 degrés avec le feu, alors que les diatomées le font dans l'eau à température ambiante, ce que j'appellerais, donc c'est ce que j'ai appelé la chimie douce, c'est quand l'eau remplace le feu. Alors, comment font-elles ? C'est pas difficile. La silice, le verre, vous savez comment c'est des tétraèdres de silicate SiO4 qui s'enchaînent les uns aux autres. Selon que l'enchaînement est régulier, c'est du cristal de quartz. S'il est irrégulier, c'est du verre. Hein. Eh bien, les diatomées font exactement une manip très simple. La silice, les silicates, c'est 90% de l'écorce terrestre. Donc, quand il pleut dans l'eau, etc., il y a toujours de la silice qui est dissoute. Pas beaucoup parce que le produit de solubilité est faible. Hein. Donc, elle est peu soluble, mais il y a quand même quelques milligrammes. Eh bien, les diatomées vont simplement utiliser cette silice dissoute sous forme de silicate, de molécules d'acide silicique, et elle va faire une réaction de polymérisation, de condensation, même si on va être plus précis en chimie. C'est-à-dire, vous voyez que 2 tétraèdres SiOH ici, eh bien, on va éliminer une molécule d'eau et faire un pont oxygène. Donc, c'est extrêmement facile à faire, ça se fait à température ambiante. Ça veut dire qu'on va faire la silice, le verre, de la même façon qu'on fait un polymère en chimie organique. Alors, on va partir d'une solution, la solution d'acide silicique, et puis ça va condenser, on va avoir des espèces de plus en plus grosses, et ça va donner ce qu'on appelle un gel. Ça ressemble un peu à de la peinture, à du miel, enfin, des choses comme ça. Et donc, les procédés industriels qui sont basés sur ce principe-là s'appellent maintenant les procédés Sol-Gel. Facile à voir, il y a d'ailleurs un stand ici qui s'appelle les jardins chimiques. Vous prenez une solution d'acide silicique ou de silicate, plus exactement, vous mettez des petits cristaux et vous allez voir polymériser la silice. Ça donne des choses qui peuvent être très jolies comme ça. Bien.
Alors, quel est l'intérêt de ce procédé, donc de cette bio-inspiration pour faire du verre? Premier, bien évidemment, c'est celui que je mets en tête quand je demande un contrat ANR ou quelque chose comme ça. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Donc, on gagne en énergie. Très bien. Le deuxième, beaucoup plus important pour les industriels, c'est pour la mise en forme. J'avais insisté au début de la première diapo, la forme d'un matériau, c'est fondamental. Alors, pour la mise en forme, dans le cas des matériaux, je dirais style verre ou céramique, c'est toujours à haute température. On part d'un produit solide, du sable pour le verre, de l'argile pour les poteries, et puis on chauffe, c'est le four qui est l'instrument fondamental. Eh bien là, on va pouvoir faire la mise en forme directement à partir de la solution. Et ça va permettre des mises en forme tout à fait intéressantes pour l'industriel. Alors par exemple, comme c'est une solution, on peut faire de la pulvérisation qui va nous donner des nanoparticules. Et avec ces nanoparticules, on va pouvoir faire, par exemple, des membranes d'ultrafiltration. On peut faire de l'extrusion quand c'est un peu comme un gel. On peut faire de l'extrusion et à ce moment-là, on va faire des fibres. C'est par exemple ici, c'est des fibres d'alumine qu'on fait à quelle température ambiante. L'alumine, il faudrait fondre vers 2000 degrés. Et ces fibres-là ont servi à faire les tuiles réfractaires des navettes Columbia aux États-Unis. On peut, c'est ce qui est présenté ici, faire des revêtements sur des vitrages. Il suffit de tremper le vitrage dans la solution d'acide silicique et de le remonter, et la polymérisation se fait spontanément à l'air. Donc on va pouvoir faire des vitrages. C'est là le gros développement des procédés Sol-Gel dans l'industrie. Premier brevet en 1939, puis développement de tout un tas de types de vitrages, etc. Juste une remarque, le premier congrès universitaire, enfin scientifique, 1981. C'est un domaine où les industriels ont eu beaucoup d'avance sur la science, parce que c'était très intéressant pour eux. Alors on peut faire des revêtements sur n'importe quel type de matériaux, sur des métaux, sur des polymères, sur du silicium, sur de la laine, etc. Comme il n'y a pas besoin de chauffer, évidemment, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Et puis alors là, il y a une flopée de procédés industriels qui existent actuellement, donc je ne vais pas les développer ici. Alors deuxième intérêt, on va faire un matériau haute température, du verre. On va le faire dans des conditions ambiantes, je dirais dans les mêmes conditions que nos collègues et amis chimistes organiciens font leur chimie. Donc on va pouvoir mélanger chimie minérale, chimie organique et obtenir des matériaux que j'appellerais des nanocomposites, parce que la composite, puisqu'il y a du minéral et de l'organique, et nano parce que c'est à l'échelle moléculaire. Et on obtient toute une gamme de composés totalement originaux qui n'existaient pas jusque-là, qui vont du verre fragile à 100% de silice au polymère à 100% de polymère. Et donc là, il y a énormément d'applications ensuite possibles. Par exemple, on met des colorants et on peut faire du laser, de l'électrochromisme, etc., etc. On peut faire de la peinture. Vous voyez ici des peintures et vous voyez que la peinture qui est hybride, c'est ce qu'on appelle les hybrides organominéraux, nanocomposite coating, là, et résiste beaucoup mieux que les façades, les autres types de peintures. Voilà, ça c'est des collègues qui font la restauration des mosaïques de la cathédrale de Prague. Et bien, avec un revêtement hybride comme ceci, on protège à la fois, je dirais que la silice apporte la résistance par rapport à l'usure, à l'abrasion, etc. Et la partie organique apporte par exemple l'hydrophobie, des choses comme ça. Vous avez quand vous avez une carie, pour combler le taux de la carie, on peut utiliser des hybrides céramiques avec de l'organique. Ce sont des produits donc Schott ici. On a développé aussi avec L'Oréal des produits quand vous avez des cheveux très souples. Vous pouvez renforcer les cheveux avec un produit qui est aussi un hybride, là, qui a été mis au point au laboratoire. On peut, en partant d'un précurseur hybride, c'est-à-dire dans lequel, sur les 4 SiO, H ou OR, peu importe, vous remplacez par un groupement organique. Vous avez ici, la partie organique va se fixer sur le plastique, et donc vous faites des revêtements anti-abrasion sur des lunettes, ou bien au contraire des pare-brises qui sont hydrophobes. Vous pouvez, quand c'est mou, imprimer un tampon, enfin quelque chose, un motif, et vous imitez la feuille de lotus, et donc vous faites des revêtements qui sont super hydrophobes, avec les vitrages auto-nettoyants, des choses comme ça. Donc il y a une foule d'applications, bon je passe relativement vite là-dessus.
qui vont par exemple du théâtre national de Pékin qui avait été fait pour les Jeux Olympiques, le revêtement du toit, ou bien simplement votre fer à repasser. La semelle du fer à repasser, c'est souvent maintenant, je ne dis pas qui le fait, mais une hybride, ce qui fait que ça glisse bien sur le voilà. Peut-être plus intéressant, pas du moins pour moi en tant que scientifique, dans le domaine des biotechnologies. Biotechnologie, c'est donc utiliser par exemple les enzymes dans les lessives, etc. Et le problème, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de conserver les molécules biologiques. Et pour cela, on les fixe sur des supports. Et bien évidemment, ces supports sont en général des polymères, naturels ou synthétiques, pour des raisons de compatibilité. On peut faire avec de la silice qui apporte un intérêt particulier, peu de résistance chimique, mécanique, transparence optique et choses comme ça. Donc il suffit quoi? Vous avez les enzymes, vous mettez de l'acide silicique, ça condense autour, et vous avez les enzymes qui sont piégées dans de la silice. Alors l'intérêt, évidemment, c'est premièrement, les enzymes sont protégées. Donc, on va résister à l'agression d'agents extérieurs, voire à la température, voire au pH, etc. Donc, des conditions d'utilisation beaucoup plus larges. Et surtout, vous pouvez contrôler le milieu dans lequel se trouve l'enzyme, puisque c'est vous qui l'avez fabriqué. Donc, ça peut être un hybride. Et par conséquent, vous savez bien que les propriétés enzymatiques, c'est l'histoire de la clé et de la serrure, dépendent énormément de la conformation géométrique. Et vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et ça, c'est un procédé industriel qui a été développé en Allemagne. C'est par exemple une réaction extrêmement classique dans le domaine de la chimie organique, qui sont les stérifications, avec des lipases qui jouent sur les stérifications, donc l'action de l'eau sur les esters. Et il y a tout un tas de réactions de chimie organique qui interviennent dans l'industrie. Alors le problème, c'est que quand l'ester est un peu gros, il n'est pas soluble dans l'eau. Et donc c'est une solution micellaire, des gouttes d'huile et d'eau. Et la réaction, bien évidemment, elle se fait à l'interface. Elle fait interface donc dans un milieu dans lequel la balance hydrophile-hydrophobe est très contrôlée. Vous allez pouvoir la contrôler en mettant dans de la silice. Si c'est dans de la silice, c'est hydrophile, ça ne marche pas bien. Mais si vous mettez des groupements organiques, vous pouvez contrôler la balance hydrophile-hydrophobe. Et il y a toute une gamme de produits commerciaux, développés maintenant par Fluka, vous voyez dans le catalogue ici, qui sont des lipases sol-gel, qui sont donc adaptés à ce genre de milieu qui est un peu hydrophile et un peu hydrophobe. On peut faire des nanoparticules, je l'avais souligné. Alors nanoparticules, bien évidemment, quand on fait ça, tout de suite tout le monde se lève en disant c'est une honte, c'est très dangereux, ça traverse les membranes des cellules, tous mes collègues écolos me mettent à la porte. Oui, mais quoi? Simplement que, évidemment, c'est dangereux, elles vont à l'intérieur des cellules, mais si je leur dis si vous pouviez me transposer quelque chose à l'intérieur de la cellule, me servir de vecteur, là, ça serait intéressant. Et c'est tout ce qu'on appelle maintenant la nanomédecine, c'est-à-dire la vectorisation de principes actifs à l'intérieur des cellules. Alors, je crois que Patrick Coover a fait un exposé hier, il est bien meilleur que moi dans ce domaine-là. Mais disons, voilà un des développements actuels de ce domaine-là. Donc, c'est de faire des nanoparticules de silice, par exemple, dans lesquelles on va mettre le principe actif, donc le médicament, et pour que ça n'aille pas n'importe où, on va greffer, par exemple, des anticorps ou des choses comme ça, qui vont être capables de reconnaître de façon spécifique telle ou telle cellule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une injection, ça part dans le circuit sanguin, et si ça a été bien vectorisé, ça va aller, par exemple, uniquement là où vous avez des cellules cancéreuses, et pas là où vous avez des cellules saines. Donc c'est le principe même de la nanomédecine de Patrick Coover. Alors on va pouvoir, par exemple, faire du diagnostic. Et si on injecte ça à cette souris, on va voir, par exemple, que la souris, ça va se focaliser là où il y a la tumeur cancéreuse, qui est l'image en bas à gauche. Et puis on peut même suivre la dynamique, la cinétique du processus et voir progressivement les particules fluorescentes se focaliser dans les cellules cancéreuses. Une fois qu'on a détecté la position, on va pouvoir faire de la thérapie. Alors par exemple ici vous avez, c'est de l'acné, c'est pas extraordinaire, avec des particules luminescentes, on éclaire avec des UV, ça va chauffer localement là où il y a les petites particules et ça va faire disparaître l'acné. Là vous avez un sarcome, par exemple on va mettre des petites particules magnétiques, d'oxyde de fer, et elles vont venir se focaliser sur le sarcome. On va mettre un champ magnétique, ça va chauffer localement et ça va détruire les sarcomes. Donc des plaies, je dirais, superficielles, pas trop profondes.
On peut mettre à l'intérieur un principe actif, donc par exemple ce médicament-là anticancéreux, et puis on va cibler sur les cellules cancéreuses et on va larguer le médicament à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Alors c'est intéressant ici par exemple dans ce cas-là parce que le médicament n'est pas soluble dans l'eau. Donc si vous l'injectez dans le sang, il va pas circuler. Alors que là, le vecteur va permettre de circuler. Et ce qui est très intéressant, alors c'est cette chose-là, c'est que comme vous ciblez le vecteur, les nanoparticules, elles vont aller uniquement là où il y a des cellules cancéreuses. Et non pas dans tout l'organisme. Tous ceux qui ont fait de la chimiothérapie, vous savez que quand on fait de la chimiothérapie, on détruit tout. On perd ses cheveux, etc., etc. Alors que là, on ne détruit que les cellules cancéreuses. Alors, ce n'est pas du rêve, hein. Patrick Coover a dû vous en parler aussi. Vous avez par exemple une start-up qui s'appelle Nanobiotics, qui fait des petites particules, c'est de l'oxyde d'hafnium. Hein. Et pareil, elles sont localisées, on met des rayons X, ça focalise sur l'oxyde d'hafnium, et c'est des traitements qui sont en cours à Gustave-Roussy, par exemple. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelle déjà, entre guillemets, industrielle, ou bien à l'échelle de pilote, hein, mais vous avez aussi Patrick Coover, donc, qui a développé un médicament qui est écrit ici, pour les cancers du foie. Donc là, il y a tout un tas de développements intéressants, et ce qu'on appelle une nouvelle science qui s'appelle la théranostique, parce qu'il y a à la fois du diagnostic et de la thérapie, et qui, à mon avis, offre des possibilités intéressantes. Matériaux vivants. Si on regarde la diatomée, je reviens un peu à ma source d'inspiration. Si on regarde la diatomée, c'est quoi? Vous avez une cellule, hein, c'est un protiste, un unicellulaire, qui est dans une boîte en verre et qui travaille, qui fait de la photosynthèse. C'est ce que j'appellerais un matériau vivant. Matériau, pourquoi? Parce que c'est manipulable, hein, c'est une capsule, c'est une petite bille, etc., vivant. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Et utiliser toutes ces microalgues pour faire par exemple des dérivés du pétrole et des choses comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà assez bien connu et qui est même à l'échelle pilote. Par exemple, ça, c'est une usine de cimenterie, une cimenterie qui dégage énormément de CO2. Eh bien, on récupère le CO2, on le fait passer sur des microalgues et ça va vous permettre de transformer directement, récupérer le CO2 d'une part et de le transformer en produit utile. Alors là, dans cette affaire-là, ce qui est intéressant avec ce que j'ai raconté, c'est que ces micro-organismes, vous pouvez, donc par exemple des bactéries, hein, vous pouvez les protéger simplement en entourant, en les encapsulant, en les piégeant à l'intérieur d'une matrice de verre, d'une matrice de silice. Évidemment, il faut qu'elles restent vivantes et qu'elles continuent à travailler, donc à échanger avec le milieu extérieur. Alors ça, il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits. Là, vous avez un certain nombre de cellules qui ont été piégées et étudiées à l'intérieur de matrices de silice. Et a priori, ce qu'on peut en faire, c'est soit, je dirais, des petites billes pour faire un bioréacteur, soit un film sur une fibre optique pour faire des biocapteurs. Et donc, je vais donner quelques exemples d'applications. Par exemple, dans le domaine de la pollution. Domaine de la pollution, alors qu'est-ce qu'on prend? On prend des algues, des micro-algues vertes, je ne vois pas le nom ici, enfin bon, c'était un nom en latin, qui vont faire donc de la photosynthèse, donc il y a de la chlorophylle dedans, et on va faire un film au bout d'une fibre optique. Et la fibre optique, vous allez simplement la plonger dans la rivière. Et puis vous regardez les propriétés de luminescence, de photoluminescence de la chlorophylle. Elles dépendent de l'activité chlorophyllienne de la microbactérie, de la microalgue, qui elle-même dépend de la présence ou non de polluants dans l'eau. S'il y a des polluants, ça va tuer l'activité et on va avoir une fluorescence optique qui va être mesurable. Donc ça veut dire que simplement en plongeant votre fibre optique avec au bout un film de microalgues encapsulées dans de la silice, vous allez pouvoir détecter s'il y a ou pas pollution. Vous ne pourrez pas dire c'est ça ou ça. Hein, c'est pollué ou c'est pas pollué. Donc après, il faut faire l'analyse de l'eau. Mais en 1 minute, vous savez si c'est ou pas pollué. Si c'est pollué, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser, par exemple, ces champignons filamenteux qui sont ici et faire un bioréacteur. Et à ce moment-là, voilà la manip qui a été faite par des collègues argentins ici. Vous les piégez dans des petites pastilles de silice. Et vous les mettez ici dans un bécher où il y a, par exemple, ici, les manips ont été faites avec du verre de malachite. Hein. Et vous voyez qu'au bout de quelques temps,
eh bien la solution est complètement diluée, enfin est complètement purifiée. Il n'y a plus du tout du colorant dedans. Donc vous pouvez faire de la biodétection et de la bio-rémédiation. Un exemple qu'on a étudié au laboratoire, c'est celui-là. C'est le miracle de Bolsena. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'aime bien faire des miracles au laboratoire. C'est l'histoire dans l'hostie. Parfois, il y a des petites gouttes de sang dedans. Hein, et donc, bien sûr, on dit que c'est un miracle, c'est le sang du Christ qui est dans l'hostie. En fait, c'est plus simple que cela. C'est simplement qu'il y a des petites bactéries qui s'appellent des Serratia maceraceae qui, dans leur métabolisme, produisent un pigment qui s'appelle la prodigiosine, qui est rouge. Hein, donc, c'est simplement cette affaire-là. Alors, ce qui est intéressant, bon, c'est le miracle d'un côté, et c'est aussi que ces pigments, c'est un anticancéreux, donc il y a des propriétés thérapeutiques, ça permet de tuer des cellules cancéreuses. D'où ce serait intéressant de pouvoir les produire. Alors on peut faire la synthèse chimique, bien évidemment, mais on peut demander aux bactéries de les fabriquer. Et c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons piégé des bactéries dans un gel de silice. Alors ça ne marche pas très bien. C'est le blanc qui est en bas, hein, ça c'est le gel de silice. On a mis les bactéries là-dedans et on a mis dessus un liquide avec de quoi nourrir la bactérie. Bien sûr, c'est comme les ouvriers, hein, si vous voulez les faire travailler, il faut les nourrir. La bactérie, c'est pareil. Donc on met des nutriments, etc. C'est la solution qui est au-dessus. Et vous voyez qu'au bout de quelques heures, eh bien, ça devient rose. Ça devient rose pourquoi ? Parce que les bactéries ont métabolisé et ont produit de la prodigiosine. Donc on peut faire un bioréacteur. Alors c'est intéressant parce qu'après les bactéries, elles sont toujours dans le gel en blanc. Hein. Et il y a eu simplement la prodigiosine qui est hydrophobe a quitté la silice hydrophile pour aller dans la solution organique où il y a les nutriments. Hein. Donc il y a l'extraction en même temps. Donc vous déplacez même l'équilibre, qui peut être intéressant. Mais ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà dans ce qu'on appelle la communication chimique entre bactéries. Les bactéries, elles se parlent entre elles. Et elles se parlent comment ? En émettant des signaux chimiques, hein, ce qu'on appelle des molécules de quorum sensing, qui sont émises par une bactérie et qui vont être réceptionnées par l'autre. Et ça va changer, je dirais, le métabolisme. Hein, ça va se fixer sur certains gènes et modifier le métabolisme de la bactérie. Et ça se produit quand les bactéries sont en contact, c'est-à-dire typiquement quand il y a une colonie. Donc les bactéries se mettent en colonie, discutent entre elles et ont un comportement, je dirais, collectif, hein, comme notre corps d'ailleurs. On a plein de cellules, mais toutes vont aller travailler dans le même sens parce qu'il y a une communication chimique entre elles. Donc ce qui est intéressant là, c'est que mes bactéries, je les ai piégées dans la silice, dans le verre, mais elles sont isolées. Ils sont isolés, donc elles ne peuvent plus se parler. Et par contre, moi, de l'extérieur, je peux leur parler, parce que je suis chimiste, hein, donc je peux envoyer des molécules et puis voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Alors c'est ce que l'on a fait. Donc on reprend la manip là, où les bactéries sont dans la silice en blanc, on met un nutriment, mais dedans, on va mettre certaines molécules. Alors, je n'insiste pas sur la nature chimique des molécules, vous l'avez vu, mais ce que l'on observe, c'est que si on met certaines molécules, eh bien, la production de prodigiosine est plus importante. Et non seulement plus importante, mais aussi, si on regarde la viabilité des bactéries au cours du temps, on s'aperçoit qu'au bout d'un mois, si on met cette molécule, la C6, là, celle qui est ici entourée, 100% des bactéries sont encore vivantes. Donc ça veut dire que maintenant, moi, je sais parler aux bactéries et je sais optimiser leur travail et donc fabriquer un matériau vivant qui va avoir des propriétés intéressantes. Alors il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il n'y a pas que ça parce que les bactéries, c'est tous les problèmes d'infection bactérienne que vous connaissez. Alors l'infection bactérienne, c'est quoi ? C'est quand vous avez des bactéries qui arrivent. Mais les bactéries, quand elles sont isolées, il n'y a pas de problème. Quand elles, ensuite, pardon, elles vont se fixer sur les dents, quelque chose comme ça, elles vont former une colonie. Et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. C'est à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, elles commencent à communiquer entre elles et donc à avoir un comportement collectif. Et je dirais, l'union fait la force et elles deviennent pathogènes. Tant qu'elles ne peuvent pas communiquer, elles ne sont pas pathogènes. Hein, donc, ce n'est même pas la peine de les tuer. Elles ne pas. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que l'infection bactérienne qu'on connaît bien, on utilise tous des antibiotiques.
Et vous connaissez, pour écouter la radio ou la télévision, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Le problème des antibiotiques, c'est que les bactéries finissent par s'y habituer et à à y résister. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est un traitement antibiotique, mais sans antibiotiques. Simplement, on va empêcher les bactéries de parler entre elles. C'est un peu comme ici, quand il y a les collégiens et qu'on veut éviter qu'ils se parlent entre eux. Alors voilà comment on fait. Il faut essayer de trouver des molécules qui fassent ce qu'on appelle du quorum quenching, c'est-à-dire qui empêchent la communication chimique. Alors ça, c'est des études qu'on peut faire, on les encapsule et puis on regarde un petit peu avec certaines molécules chimiques si ça répond, si ça répond ou si ça ne répond pas. Il y a certaines algues, les algues rouges, qui ont déjà trouvé la parade, qui, quand elles sont infectées par certaines bactéries, elles perdent leur couleur rouge, elles deviennent blanches, donc elles sont malades. Et elles ont trouvé la parade, elles synthétisent des molécules qui sont des furanones, donc des molécules pas très compliquées. Et ces molécules-là empêchent la communication chimique entre les bactéries et donc protègent les microalgues. Dernier point, mais qui va quand même durer 5 minutes. Dernier point, les diatomées des biomatériaux nanostructurés. Alors ça, c'est un point très important. Ça, c'est des diatomées. Ça, c'était un numéro spécial sur les nanotechnologies consacrées aux diatomées. Je reprends le verre, ou tout matériau humain. Quand on fait un matériau, le mode de fabrication, la composition, la mise en forme dépend de ce que l'on veut faire. Si vous reprenez le verre, si vous voulez faire une bouteille, vous faites comme ceci et vous la soufflez. Si vous voulez faire de l'isolation, vous faites de la laine de verre, s'il y a des petites fibres de verre. Si vous faites de la communication optique, vous faites des grandes fibres, etc. Et à chaque fois, je dirais que la mise en forme et la composition, vous la changez. Et vous l'optimisez en fonction de la propriété que vous recherchez. La nature, elle ne peut pas faire ça. La pauvre diatomée unicellulaire, elle peut faire des verres, puis c'est tout. Elle ne peut pas changer la composition, la mise en forme, etc. Donc il faut bien qu'elle se débrouille. Alors ça, c'est un point très important. Dans la nature, je dirais, avec un matériau, vous allez faire plusieurs choses en même temps. Alors dans le cas présent, la fristule de diatomée protège. Elle doit être dure pour protéger. Elle doit être transparente pour faire la photosynthèse. Et elle doit être poreuse. Alors je vais développer. Dur pour protéger. La plupart des organismes marins font du carbonate de calcium. C'est facile, on précipite, ça se fait à température ambiante. C'est le cas de l'huile. Mais c'est une céramique. Une céramique, ce n'est pas transparent. Il y a les joints de grains, donc il n'y a pas de transparent. Donc la diatomée, il faut bien qu'elle fasse du verre. À ce moment-là, c'est transparent, mais bien sûr, c'est la chimie du silice, la silice. Il faut qu'elle fasse du verre. Mais la boîte, c'est bien, mais il faut communiquer avec le milieu extérieur. Quand c'est une vitre, c'est facile. C'est un bivalve, hop, elle ouvre et puis elle communique. La pauvre cellule dans sa boîte de verre, elle ne peut pas ouvrir quoi que ce soit. Elle ne peut pas s'ouvrir le couvercle, donc il faut que ce soit poreux. Ça, c'est l'intérêt des diatomées. C'est l'utilisation industrielle des diatomées. C'est un minerai, quand elle meurt, elle tombe au fond de l'eau, ça fait des sédiments. Il y en a plein dans le Massif central. C'est 200 000 tonnes par an, la production française, et ça sert essentiellement à faire des filtres pour la nourriture, pour les piscines, etc. Ça sert aussi, vous connaissez bien Alfred Nobel, un de mes copains, qui a fait fortune en mettant de la nitroglycérine là-dedans. Donc elles font des trous. Elles font des trous et par conséquent, ça va pouvoir permettre d'échanger avec le milieu extérieur. Alors, si on regarde un peu les trous, voilà une diatomée. Là, on va regarder au microscope et puis on va approcher. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a plusieurs rangées de trous. Il y en a des petits, des grands et des moyens. Il y a plusieurs couches, les grands, les petits et les moyens. Donc, il y a des propriétés, je dirais, de filtration. Qui passe à travers, tout à fait particulière, qu'on a pu utiliser on prend simplement les frustules, on la met au bout d'une fibre optique et ça absorbe tous les gaz et la photoluminescence, par exemple, va changer. On peut faire des biocapteurs. Mais c'est encore plus joli que ça. C'est encore plus joli que ça parce que si vous regardez les trous, là, vous voyez, il y a les grands, les moyens, les petits. Ils ne sont pas répartis n'importe comment. Ils sont répartis de façon régulière. Donc ça forme un réseau. Et c'est ce qu'on appelle des cristaux photoniques. Des cristaux photoniques, c'est-à-dire que vous avez un réseau, mais qui est non pas avec des atomes, mais qui est formé de trous, disons des variations d'indices qui sont périodiques. Alors ça, les cristaux photoniques,
C'est quelque chose qui est en physique qui est très à la mode, qui a dû être découvert il y a peut-être 2 ou 3 décennies. Enfin, c'est tout récent en physique. Et ça confère à la matière des propriétés tout à fait spéciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière va se propager dans ce milieu-là, je dirais, comme les électrons dans un semi-conducteur, avec des bandes interdites, etc. Alors pourquoi la diatomée? Bon, ça on en connaît, hein, des chrysophoniques, c'est les papillons, c'est les nacres, ce sont les opales, etc. Je passe. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas moi, si. C'est fini, c'est ça, j'ai fini mon temps. On peut pas, t'as encore une ou deux, non? Juste encore une ou deux diapos, et puis ils sont durs ici, hein, quand vous. C'est en bas, en bas, en bas, en bas. Non, vous ne pouvez pas passer en bas? Il faut tout repasser, non? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça veut dire que les diatomées ont des propriétés de cristal photonique. OK? Voilà, donc elles font l'iridescence. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière va être filtrée, et en particulier les UV ne vont pas passer, et seule la lumière blanche, donc utile pour la photosynthèse, va passer. Alors ça, c'est important, parce que les diatomées font de la photosynthèse, il faut qu'il y ait beaucoup de soleil, elles sont à la surface. Mais bien sûr, s'il y a des UV, ça crame la cellule. Donc il faut qu'elle se protège, et elle se protège, nous on se protège, on achète de la crème chez je ne sais pas qui, on se met de la crème, on se met des machins, elles ne peuvent pas se mettre de la crème. Tout ce qu'elles ont, c'est des trous. Si elles les répartissent de façon régulière, à ce moment-là, les UV ne passent pas. Alors là, derrière, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes, qu'on appelle la biophotonique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les diatomées pour faire maintenant des dispositifs. Alors par exemple, si dans le milieu de culture, on met autre chose, du germanium, etc., il va pénétrer, ça devient électroluminescent. Alors, on peut faire aussi dans les cellules solaires, les cellules du style Grätzel, où c'est de l'oxyde de titane, et puis les électrons sont apportés par un colorant. On peut aussi faire. Bon, je vais peut-être pas parler trop longtemps, non, c'est ça? Il faut que j'arrête? Non. Donc, on peut faire des dispositifs comme ceci. Là, simplement, on met du titane dans le bain de culture, qui va se déposer à la surface et qui va faire comme une électrode, dis donc, pour faire de la photosynthèse. Puis ça, c'est le dernier truc, c'est les éponges. Bon, vous connaissez les éponges, hein, c'est bête comme chou. C'est un truc tout mou, mais pour renforcer un peu les propriétés mécaniques, elles fabriquent ce qu'on appelle des spicules, des petits trucs comme ça qui sont en carbonate de calcium ou en silice. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certaines éponges, et celle-ci, vous avez l'éponge qui est en bas, et puis il y a une espèce de quelque chose à l'extérieur qui dépasse. Et cette espèce de quelque chose, je vous l'ai apporté. C'est une dentelle de silice qui est fabriquée par l'éponge. La voici. L'éponge, elle est là. Et elle sécrète, elle fait cette dentelle de silice au-dessus d'elle. Qu'on appelle des corbeilles de Vénus. Alors ça sert à quoi? Quand les crevettes sont petites, elles pénètrent dedans. Il y a plein d'excréments, etc., l'éponge qui vont servir de nourriture, donc elle mange, elle grossit, elle ne peut plus ressortir. Et donc il va y avoir une symbiose entre l'éponge et les petites crevettes qui sont enfermées là-dedans pendant toute la vie. Hein, donc au Japon, on offre ça pour la noce comme signe de fidélité. Et si vous regardez, c'est de la dentelle extraordinaire. Hein. C'est une éponge qui fait ça. Hein. Ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un de mon laboratoire. Hein. Vous regardez là. Et je termine en hommage à Léonard de Vinci, qui a sûrement été le premier à observer la nature. C'est là qu'est notre futur. Merci.